en direct là sur le site. Ok, je suis prête. Ok, donc ça prend une seconde pour Mhm. lancer. Et je pense que ça y est. Donc bonjour Chiara Losky qui est en direct avec nous de Vienne. Moi je Ouais. m'appelle Jamie Furniss, je suis chercheur à l'IRMC et je travaille sur un projet que j'ai intitulé Environnement, déchets, économie de recyclage au Maghreb contemporain. Et je rappelle juste à celles et ceux qui nous écoutent que ceci est la deuxième causerie de l'IRMC. Dans la première causerie, nous avons reçu Kmar Bendana, qui est une chercheuse historienne à l'IRMC, pour nous parler d'être chercheur durant le confinement, puisque ceci est une série d'événements, les causeries de l'IRMC, que nous avons décidé de lancer justement dans le cadre du Covid et du confinement qui nous empêchait de vivre la vie scientifique à laquelle on était habitué au sein de notre laboratoire. Et aujourd'hui, alors, Chiara est avec nous pour parler des déchets en Tunisie du point de vue des sciences humaines et sociales, mais aussi un peu de son parcours, puisqu'elle est ancienne chercheure à l'IRMC, associée, je crois, durant ton postdoc, pardon, ton doctorat, mais aussi en tant que postdoctorante. Donc peut-être que tu peux juste nous rappeler un peu à quel moment tu étais à l'IRMC, ce que tu as fait, quels étaient tes rôles, etc. D'accord. Bonjour Jamie, merci pour l'invitation et cette opportunité de reparler un peu du passé et des choses que ça fait un peu de temps que je suis plus, mais qui quand même ont beaucoup influencé même maintenant. Donc, en fait, je suis arrivée à l'IRMC en 2013. Je suis arrivée à Tunis septembre-octobre 2013 pour ma recherche de doctorat. Et je crois que tout de suite, les premiers 10 jours maximum, j'étais à l'IRMC, dans les salles, dans la bibliothèque, à la salle de l'IRMC. Et j'avais été conseillée par ma directrice de thèse, Rosita Di Peri, qui elle avait déjà pris contact avant mon arrivée, et donc elle avait déjà un peu établi un réseau. À l'époque, la directrice était Madame Karima Diresh. Et donc, à partir de octobre-novembre, j'ai suivi les activités, les présentations à l'IRMC, les débats et tout. Et j'ai bien profité de la bibliothèque de l'IRMC parce qu'il y avait des titres, pas seulement en français en fait, et en arabe bien sûr, mais pour ma recherche aussi, il y avait même des titres en anglais qui étaient assez importants, assez utiles. Donc, c'était quand même super important d'avoir quand même une institution et un chapeau un peu à utiliser, un appui pour la recherche, c'était tout à fait très, très utile et très important. Et donc, c'était la recherche pour mon doctorat en sciences politiques à l'Université de Turin. Et la recherche, ça a duré jusqu'à 2015. Non, pas octobre, c'était plus ou moins juin 2015. Et j'ai eu la soutenance de thèse de doctorat l'année suivante. C'était mai-juin 2016. Donc, entre 2013 et 2015, j'ai passé pas mal de temps à Tunis, et pas seulement à Tunis, aussi dans d'autres villes pour la recherche. Je me suis déplacée à Lariana, Etadamen, puis Sousse, et tous les quartiers plus populaires des alentours, un peu pour comprendre la situation. Et les déchetteries, bien sûr. C'était la partie plus colorée de la recherche. Bouger dans les déchetteries, malheureusement, c'était affreux. Pas pour moi, je vais dire pour la situation environnementale. Et après ça, j'ai eu un doctorat, un postdoc, un contrat postdoc au CNRS, mais dans le cadre d'un projet européen Horizon 2020 qui s'appelait EUMPAC, dont l'IRMC il était partenaire local. C'était un projet qui étudiait la gestion de la crise de la part de l'Union européenne dans certains pays cas d'études. Et il y avait 7 cas d'études, 7 pays, et parmi lesquels il y avait la Libye.
pays pour lequel l'IRMC il a été considéré et puis inclus dans ces partenariats. Donc 2017-2018, avril-mai 2017 jusqu'à septembre 2018, pour recherche sur terrain, entretien, écriture, organisation d'un café-débat et donc tout l'appui matériel, financier, administratif et de recherche, c'était l'IRMC. Et ça, c'était très, très bien passé. Ça a été une recherche compliquée parce que on n'était pas supposé aller en Libye, mais on est resté, je suis restée à Tunis. J'étais sous la direction de Jérôme Merteau, qui était le senior à l'époque, chercheur dans ce projet-ci et chercheur associé à l'IRMC. Et voilà, c'était vraiment un challenge, mais à la fin, on est bien sorti de l'histoire. Et en janvier, en fait, un papier, il a été publié officiellement sur la revue Geopolitics. Et c'était un papier résultat de cette recherche. Il y a aussi mentionné, bien sûr, l'IRMC comme partenaire du projet. Et le papier fait une confrontation entre border management, la gestion des frontières, et l'appui de l'Union européenne dans la gestion des frontières en Ukraine, qui était un autre pays cas d'étude, et la Libye. Donc moi, j'étais l'autrice sur la Libye et une collègue à moi sur l'Ukraine. Donc voilà. C'est une autre histoire. On ne parle pas des déchets pour ces postdocs. Et voilà. Donc, je suis un peu une vieille colonne, je crois, une des colonnes italiennes de l'IRMC. Ah, et j'ai oublié aussi de dire que pour ma recherche de doctorat, c'était très important. J'ai aussi obtenu une bourse de moyenne durée en 2014 pour mes recherches, justement, et ce qui m'a permis de continuer et rester plusieurs mois à Tunis. Parce qu'en fait, moi, j'avais pas de bourse à l'époque à l'université de Turin, donc voilà, l'IRMC m'a aussi donné cette opportunité. Et oui, c'était 2014, voilà. On était un groupe d'étudiants, de doctorants italiens, français et tout, et c'était très très agréable organisé aussi. C'était aussi des séances. Des discussions entre chercheurs, portes fermées parfois, pour avoir l'opportunité de se confronter, avoir des débats assez aussi chaleureux et en toute tranquillité. Et c'était très, très, très utile aussi cette partie. Voilà. Merci beaucoup alors pour celles et ceux qui se souviennent de toi, mais qui n'auraient pas eu de nouvelles depuis quelque temps. Est-ce que tu peux juste nous dire en un mot ce que tu fais aujourd'hui ou oui. tes projets pour l'avenir, juste pour nous mettre un peu à jour sur... D'accord. Donc, entre septembre et octobre 2018, je suis passée de Tunis à Vienne. J'ai fait juste ce petit changement de vie. Je suis postdoc ici à Vienne, à l'université de Vienne, pour un projet dirigé par le docteur professeur Peter Slominski, et on s'occupe encore des frontières, mais c'est une perspective un petit peu différente par rapport au dernier postdoc. On fait des études sur les agences européennes, telles qu'elles Frontex, je vais utiliser l'acronyme en anglais, Frontex, EASO, c'est l'agence d'appui à l'asile, et la Fundamental Rights Agency, qui est basée ici à Vienne, qui s'occupe de promotion, monitoring, de cadrage un peu de la gestion des droits fondamentaux dans l'espace européen. Donc cette recherche, c'est vraiment sur l'espace européen et sur la frontière. Donc ce n'est pas plus vraiment sur l'extérieur, c'est à la frontière de l'extérieur. Et voilà, je suis passée de l'extérieur vers l'intérieur de l'Europe. Je suis arrivée au cœur de l'Europe, plus ou moins, à Vienne, ce qui est un changement aussi culturel, j'oserais dire. pas très facile au début, mais ça a marché quand même. Et voilà, je suis encore ici pour quelques mois et en train de postuler pour le futur, on verra. Et j'ai fait des entretiens avec des membres de la Commission européenne, des agences européennes,
pour comprendre l'interaction entre ces agences et quels sont les processus qui ont des impacts sur la prise de décision sur sur la gestion des frontières par l'Union européenne et les processus aussi de négociation parmi États membres et comment les agences européennes en fait permettent de aller au-delà de certains impasses politiques parmi membres de l'Union européenne sur la gestion des frontières externes et aussi sur les mouvements de migrants à l'intérieur de l'espace Schengen. Donc, on a étudié le cas des hotspots en Italie et en Grèce, mais surtout l'Italie, les cas de returns, les rapatriements de migrants third country national et comment ces opérations peuvent empêcher et peuvent mettre en danger les droits fondamentaux. Et donc, comment la FRA, l'agence chargée des droits fondamentaux, peut intervenir dans cette gestion opérationnelle, parce que c'est pas une prise de décision politique, les agences européennes ne font pas de prise de décision, mais quand même ils mettent en place les décisions. Et donc voilà, il y a beaucoup de zones grises et tout, et mon supervisor ici, il est un lawyer, donc la perspective c'est légal, et moi j'apporte un peu la perspective micro, un peu sciences politiques, c'est un peu au milieu de ces aspects. Et donc voilà, c'est super intéressant et super chargé, c'est surtout super actuel. On n'est pas en train de suivre la question du Covid, enfin, on suit le débat, mais la communauté scientifique, elle est encore en train de comprendre comment et qu'est-ce qu'elle est en train d'arriver avec aussi les mouvements entre citoyens européens à l'intérieur de l'espace Schengen. C'est qu'il y a des gros implications sur les migrants et surtout à la frontière, avec des questions de visibilité et invisibilité, et surtout de classification de qu'est-ce que c'est une maladie et c'est quoi le critère pour établir la maladie, quel est le critère pour assurer une sécurité sanitaire et pourquoi parler de sécurité sanitaire. Ça, c'est d'autres questions et ça va être autre recherche peut-être. Mais voilà, pour l'instant, on est sur la question de gestion des frontières avant cette énième crise. Bon, Voilà. c'est passionnant, mais je vais te ramener du coup vers le sujet des déchets qui est bien évidemment mon sujet de recherche et l'intérêt qu'on a partagé et ton Ouais. sujet de thèse. Parfois, les gens me posent la question de savoir comment j'ai choisi mon pays et mon terrain de thèse. Et, euh, et donc, je voulais te demander, bon, dans mon cas, c'était un pur hasard en fait. Il n'y avait pas vraiment, il n'y a pas de vérité psychanalytique dans mon choix de travailler sur les déchets. Mais ça n'empêche bien sûr pas les gens de spéculer parfois sur pourquoi on a choisi tel sujet, quel lien il avait avec notre biographie Mhm. ou quoi. Mais peut-être que tu pourrais juste nous dire un peu un mot sur comment tu es arrivé en Tunisie et comment tu as choisi de travailler, ou peut-être que tu ne l'as pas choisi. Enfin, comment est-ce que tu as commencé à travailler sur ce sujet? Mhm. D'abord, sois prudent de parler de psychanalyse avec quelqu'un qui habite à Vienne, parce que on peut parler beaucoup de temps sur ça et sur la patrie de Freud. Donc voilà, non, Ouais. j'ai rien à dire. Et non, et je te rejoins sur ça parce qu'en fait, à l'époque du choix de mon terrain, c'était un dialogue, une négociation entre moi et ma directrice de thèse et le chef du département où j'étais à Turin. C'était Luigi Bobbio, en fait. On a discuté un peu en trois et en fait, moi, j'ai été acceptée au doctorat, mais j'avais l'idée de faire un projet sur la Libye parce que j'avais déjà fait un projet de thèse de master sur la mémoire coloniale et postcoloniale entre Italie et Libye. C'était une recherche sur les Italiens en Libye et sur certains Libyens qui ont vécu ils sont restés en Libye, mais il y avait des interactions avec les Italiens, les institutions italiennes. C'était pour déconstruire la mémoire italienne comme processus de décolonisation de l'histoire nationale. Je voulais pas avoir ce but super méga haut, mais je voulais quand même contribuer avec un petit morceau d'étude sur un débat qui est vraiment italien, c'est qui est le processus d'étudier et de se détacher de partisanerie dans la question coloniale italienne. Donc, ces mémoires, c'était un petit pas, un petit aspect de
ces projets dans ma tête. Je voulais continuer et aller au-delà de ça et continuer de l'autre rivage de la Méditerranée, donc aller en Libye et continuer sur les mouvements sociaux qui étaient en train de se développer en 2011. J'ai eu ma soutenance de master le 14 février 2011, ce qui est une date un peu importante pour la révolution en Libye. Et j'étais en train de suivre tout ce qui était en train d'arriver. Et j'avais l'idée de continuer sur ça. Après, il y a eu tout de suite en 2012, à l'époque de mon début à la thèse, à l'école de doctorat, ils ont commencé tout de suite des complications et des questions de sécurité. Donc en septembre-octobre 2012, c'était septembre, je ne veux pas dire une bêtise, mais c'était septembre 2012, il y avait l'attentat au consul américain à Benghazi. Et en fait, le département de Turin, il était très, très, très sensible à ça. On a parlé de ça et ils m'ont dit, Cara, c'est pas question. Hors question que tu vas. Et très bien, d'accord. Donc, on a discuté. J'ai dit, mais moi, je vais travailler sur le nord de l'Afrique. C'est mon idée. Et c'était là qu'en fait, Rosita, qui avait déjà essayé, commencer, c'est Rosita Di Peri, ma directrice de thèse, elle avait déjà commencé à prendre ses contacts. Elle a dit, je crois que la Tunisie, c'est un cas d'étude super intéressant. Il est un laboratoire et on peut contribuer aussi à la connaissance et avec les outils que tu as comme anthropologie, parce que en fait mon master c'était en anthropologie culturelle, tu peux vraiment passer du temps là-bas, faire du ethnographie et comprendre très bien, choisir un sujet. Et ça va être une opportunité à ne pas rater en fait. Et c'est vrai. Je crois que la Tunisie, c'était un laboratoire de démocratie, des changements politiques d'un côté, et pour les jeunes chercheurs comme moi, un laboratoire personnel, une sorte de mise à l'épreuve de soi-même. Et c'était très bien. Même si c'était 2013, donc c'était encore un peu. C'était pas le 2012, Tunisie 2012, mais c'était 2013, donc c'était encore un peu chaud. Il y avait un dialogue national, c'était un peu. Mais c'était pas. Enfin, je veux dire, c'était pas impossible de vivre là-bas et c'était. Je veux dire, avec l'IRMC aussi, je me suis sentie un peu, comment dire, à l'aise avec des proches, et des amis et des collègues qui n'ont pas hésité à aider. On a fait groupe tout de suite, je veux dire. Le sujet des déchets n'est pas arrivé tout de suite. J'ai commencé par l'idée de comprendre la question du développement local, ce qui est aussi un sujet de thèse en sciences politiques, surtout des traditions anglo-américaines en développement, comme critique à la question de Third Wave of Democracy, désolée, j'étais en train de parler en anglais, qui est un axe de recherche très contesté, justement, et contesté par le moyen de ce qui arrive dans le bas, c'est pas forcément ce que les think tanks américains ou western s'attendent de certains pays qui ne sont pas les États-Unis ou l'Europe. Donc, il faut aller sur terrain, il faut aller dans le bas, il faut aller dans les niveaux micro pour comprendre exactement pourquoi personne dans cette question et dans cette partie de la littérature des sciences politiques anglo-américaines n'avait pas vraiment vu ce qui était en train d'arriver en Tunisie et au nord de l'Afrique. Là, c'est un débat qui, désormais, il est terminé, je veux dire. À l'époque, on avait les anglo-américains qui disaient « Non, on n'a rien vu, mais peut-être qu'il y avait quelque chose ». Et plein d'autres chercheurs, parmi lesquels aussi chercheurs à l'IRMC, qui disaient « Bah, vous n'êtes pas ici, c'est normal que vous avez rien vu ». Donc, voilà, c'était... même la littérature anglo-américaine, elle a compris que c'était le moment de bouger un peu. Et voilà, j'ai pris certains outils théoriques de certains qui étaient déjà en train de critiquer cette approche, qui étaient les chercheurs de l'authoritarian upgrading, donc la résilience autoritaire, mais qui eux-mêmes, ils n'avaient pas vraiment compris ce qui était en train d'arriver. Et puis, tous les outils de l'approche micro et de la recherche calée dans le local pour comprendre exactement qu'est-ce que c'était les pouvoirs locaux avant 2011, parce que je ne pouvais pas vraiment
voir les jeux contemporains, c'était trop moving target, c'était trop récent. Mais l'idée, c'était qu'est-ce que c'est arrivé avant le 2011 que peut expliquer cet changement radical. Parce que, enfin, on peut dire que c'est pas un changement radical, mais qui a quand même causé ce changement et ce qui est arrivé en 2011. Donc, c'était là que j'ai compris que les déchets, c'était la clé pour découvrir qu'est-ce que c'est une partie des processus sociopolitiques développés bien avant le 2011. Parce que dans les déchets, il y avait tout. Il y a la pourriture, il y a la saleté, il y a ce qui n'est pas correct, ce qui n'était pas vraiment rentable. Les soucis, ils étaient là. Voilà. Et aussi parce que dans la vie quotidienne, déjà en 2013, il y avait en Tunisie une sorte de crise de déchets qui a un peu déclenché, explosé en 2014. Je crois que tu as croisé les sujets. En tout cas, c'était l'UGTT et la question de travailleurs temporaires, qui avaient des contrats temporaires, ils ont commencé à protester et donner feu à certains dépôts, certains. Si je me rappelle bien, hein, je ne veux pas dire de bêtises, ça peut être un peu de temps. Donc, voilà, c'était une question syndicale, mais qui quand même était en crise toute la chaîne de gestion de déchets, de la maison à la déchetterie. Et au-delà du fait spécifique que je ne vais pas commenter parce que je ne l'ai pas étudié au fond, il y a des gens qui l'ont bien étudié bien mieux que moi, c'était quand même, je crois, un outil très intéressant pour comprendre les différents niveaux de soucis. Et en fait, voilà, j'ai choisi les déchets et la gestion, toute la chaîne de gestion de la maison. Quels acteurs administratifs, donc les municipalités, les gouvernorats, le ministère de l'environnement, quel ministère il était engagé, le ministère de l'Intérieur pour ça et ça, le ministère de l'Environnement pour ça et ça, la coopération internationale européenne surtout pour ça et ça, et les acteurs locaux, les citoyens, les associations, donc il y a aussi des associations. J'ai été à Djerba aussi pendant ça, c'était vraiment la crise en fait, sur ça je peux dire quelque chose, et qui engageait plus ou moins tout le monde, le travailleur, le citoyen normal, l'entrepreneur, le petit moyen entrepreneur, avec tous les précautions, je veux dire, tous les aspects de ce maillage super compliqué du super micro au niveau national. C'était une sorte de excuse, c'est comme une clé pour dire, voilà, si le pouvoir voulait gérer comme il a été géré dans la question des déchets, les trucs, ça ne marche pas. Soit question environnementale, soit question même du pouvoir autoritaire qui, à la fin, n'a pas vraiment pu tenir. Je ne sais pas si j'ai bien communiqué. La thèse est écrite en anglais, en fait. Et ça fait un peu de temps. Donc, est-ce que ça c'était clair selon toi? Oui, oui, j'aimerais savoir comment les gens réagissaient à toi sur le terrain et au moment où tu faisais les entretiens. J'imagine que tu ne te présentais pas toujours de la même manière à tous les acteurs, mais tu pourras peut-être nous en dire un mot, juste en tant que, enfin, un Oui. mot de préface de ma part. J'ai fait ma thèse sur l'historique des projets de développement avec les Abalines, donc les ramasseurs recycleurs de déchets au Caire, qu'on appelle parfois en français les chiffonniers, et qui Chiffonnier sont en Tunisie devenus aussi. célèbres dans le monde francophone en raison de Sœur Emmanuelle, qui est une sorte de mère Teresa de la France. Et en fait, moi, en Égypte, les Abalines sont tellement célèbres et pour de bonnes raisons, puisqu'ils sont exceptionnels et exceptionnellement intéressants. Il y a presque un master par an sur les Abalines depuis 25 ans. À mon époque, il n'y avait personne qui avait fait son doctorat, mais quand je suis arrivé pour faire mon terrain, les gens souvent roulaient un peu leurs yeux en disant oh non, pas encore un qui veut. Tu peux pas choisir un autre sujet que les abalines, s'il te plaît. Et je suis très heureux d'avoir persisté à travers ces découragements parce que je pense que j'ai fait un travail qui est intéressant. Mais quoi qu'il en soit, depuis que je suis arrivé en Tunisie, j'ai l'impression inverse. C'est-à-dire que j'ai l'impression de travailler sur un sujet qui serait un peu bizarroïde ou byzantin,
par exemple, quand on est allé avec l'équipe de l'IRMC rencontrer nos collègues du CRASC, le Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle d'Oran, en Algérie, euh, les gens étaient, je crois, assez étonnés par ce sujet. Ils me disaient, c'est très original, on n'a pas vu depuis, eh ben, on n'a jamais vu quelqu'un qui travaille comme ça. Mais en réalité, très rapidement, les discussions enfin, j'ai fait un peu mon show, mais après, on est passé aux choses sérieuses. Bon, je caricature un peu pour rigoler, mais en tout cas, c'est pour donner une idée un peu du contraste dans la perception du sujet des déchets, du recyclage que moi j'ai vécu entre l'Égypte et le Maghreb, en tout cas la Tunisie et l'Algérie. Donc, je me demande un peu Mm. comment les gens interprétaient ton sujet, comment est-ce que tu leur expliquais ton sujet et ce que tu voulais faire. Voilà. Ok. Mm. Bon, écoute, j'ai jamais dû dire ce que n'était pas la vérité. Donc, j'ai toujours dit que j'étais une étudiante à l'université de Turin pour une recherche sur la gestion des déchets, ce qui était tout à fait vrai. Et donc, j'ai parlé avec, oui, des associations, surtout des municipalités, des membres des municipalités qui m'ont expliqué la pratique de la gestion, de la collecte des rues au plan de développement qui inclut aussi, municipal qui inclut l'aspect de gestion des déchets. Et parce que je voulais vraiment voir la pratique bureaucratique. Et ça, c'est la clé, je veux dire. L'aspect bureaucratique, c'était vraiment la clé plus importante pour comprendre la chaîne. Et j'ai jamais eu de soucis. Tous les gens m'ont accordé leur temps et certains plusieurs journées ensemble, me montraient vraiment les cartes, les choses. Euh, j'ai eu l'aide de certains amis tunisiens pour la traduction, bien sûr, surtout quand j'ai parlé avec les travailleurs. Mais même les travailleurs à l'époque, je veux dire, tout le monde voulait parler à l'époque. C'était un moment de 2013-2014, tout le monde voulait parler. Et ça, c'est quelque chose qui a changé après un peu. Ils étaient tous contents de parler. Et en 2015, quelque chose a changé surtout les membres des municipalités. Il y avait quelqu'un qui m'a demandé, est-ce que vous êtes quelqu'un de la Banque mondiale? Non. J'ai dit, ça serait bien, peut-être que j'aurais un bon salaire, peut-être. Mais j'ai essayé de rigoler, mais ça n'a pas trop marché en fait. Mais la question c'était que même sur cette question qui n'est pas super, comment dire, j'étais pas en train de parler du conflit libyen avec des Libyens. Voilà, tu vois ce que je voulais dire. C'est pas super contentieux, c'est pas super compliqué parler des déchets normalement. Ça a un peu changé le 2015, avec le 2015. Mon idée, c'était que c'était l'époque, c'était l'année de attaque terroriste en Tunisie. Donc, il y avait peut-être un peu de perception de la part de certains membres des autorités locales que ça allait être un peu le moment où les étrangers arrivaient à mettre un œil un peu plus fort sur la gestion de certaines choses, des fonds, parce que la Banque mondiale, elle a introduit 3 plans de développement pour les municipalités à partir des années 90. Et certaines municipalités ont été parties de ce projet. Et donc, peut-être que quelqu'un a dit, oh, OK, c'est le moment où il faut être plus attentif. C'est la seule chose plus compliquée, bizarre, caricaturale, mais pas pour caricaturiser la personne qui m'a demandé ça, plutôt moi-même, je veux dire. Peut-être j'étais naïve. Euh, pour le reste, tout le monde vraiment voulait parler des bureaux de l'UGTT, des travailleurs, de ça, des municipalités, de vraiment tout. Et en fait, c'était un peu, j'étais pas la première à parler des déchets, bien sûr, mais comme tu as vu, c'était un peu nouveau quand même. Et il y avait des associations aussi qui se sont établies et créées avec cette crise de déchets. On n'a pas vraiment travaillé ensemble, dans le sens de dire on écrit un projet ensemble pour postuler ici, là. Mais on a beaucoup échangé les opinions. Donc, c'est question d'être un peu engagé avec le terrain. C'était pas du militantisme politique.
Enfin, il y aura eu une dimension politique, je suis sûre de ça, mais c'était juste pour comprendre un peu la question réelle sur le terrain. Alors, avec quelqu'un, on a dit oui, à l'extérieur c'est comme ça, en Europe c'est comme ça, vous pouvez essayer ici ou là-bas, et voilà. Mais non, je dirais chose bizarre. Non, mais voilà, la disponibilité des gens à parler parce que c'était quelque chose de ne pas. C'était pas les Abelines au Caire. Et j'ai pas vraiment abordé la question des chiffonniers. Ça, c'est quelque chose que je regrette un peu. Je connais la situation, je connais l'histoire, je connais ce qu'ils font très bien. Dans les quotidiens aussi, je veux dire, on les rencontre dans la rue, on parle. Mais voilà, c'était un peu autre chose. Une autre chose que je regrette, c'est comprendre que ce qu'ils font, c'est déchets en plastique. Après que que les chiffonniers, ils les revendent à ces médiateurs. Parce que j'ai vu même l'acte de gros sacs de plastique ramenés, pesés, payés une misère. Et, et après, ça c'est la question que j'ai vraiment pas pu aborder. Bon, bah, Parce que voilà. Inch'Allah, J'espère. ouais, je pourrais dans l'avenir apporter quelques réponses à ça, mais c'est vrai que c'est une question très intéressante et très d'actualité parce que le prix évidemment du plastique, le plastique est un produit pétrolier en fait, donc le prix du baril du pétrole influence directement le prix du plastique neuf et recyclé. Et donc en ce moment, avec la crise économique et en plus l'arrêt des circulations internationales, le prix du plastique a énormément diminué. Donc les berbèches ou les chiffonniers là en Tunisie qui collectent le plastique étaient frappés doublement, j'ai envie de dire, dans le sens où durant le confinement, ils n'avaient pas le droit de sortir puisque leur activité est informelle. Ils ne pouvaient pas obtenir une autorisation, par exemple une dérogation aux règles de confinement parce qu'il faut avoir une patente ou des documents qui démontrent qu'on est une vraie entreprise, entre guillemets, pour faire ça. Donc le fait d'aller collecter était un délit, donc ils s'exposaient à la confiscation, par exemple, de leur permis de conduire ou de leur moto, etc. Et exactement en même temps, le prix qu'ils pouvaient avoir pour les bouteilles a complètement chuté. Donc moi, j'avais parlé il y a quelques semaines à des gens qui me disaient qu'avant la crise, ils vendaient les bouteilles pour, on va dire, à peu près 800 millim, donc 0,8 dinars le kilo. Et au moment où on a parlé, c'est-à-dire durant le confinement, le prix était passé à 200, donc 25% de ce que c'était avant. Et c'était même très difficile de vendre parce qu'il fallait trouver un grossiste qui était prêt à acheter, sachant qu'il ne pouvait pas lui-même en faire grand-chose pour le moment. Donc les acheteurs, de toute façon, qui acceptaient d'acheter, les stocker pour revendre après. Oui, ça, c'est malheureusement, je veux dire, mais c'est quelque chose qui vaudrait vraiment la peine soit d'étudier, soit aussi être un peu plus engagé, je crois. Au-delà de la recherche, je vois vraiment quelque chose de très, très, très grave comme situation sociale. Je me rappelle déjà à l'époque, j'avais croisé des organisations internationales qui essayaient de améliorer la situation sociale, sanitaire même de ces individus. Je connais pas le projet, j'ai pas suivi, mais bon, le boîte à Pandore de la coopération internationale, c'est aussi un autre sujet à part, surtout quand il s'agit de ces sujets, ces individus qui sont super en danger, exposés à au minimal changement politique, c'est la première subjectivité qui peut aller en crise. Donc, c'est quelque chose vraiment qui devrait attirer un peu plus d'attention. Donc, je t'encourage. Merci beaucoup.
Juste un mot pour les trentaines de personnes qui nous suivent en live. Ah oui. Merci beaucoup d'être parmi nous. Et je rappelle juste, j'avais mis un petit mot dans le chat à côté de la fenêtre vidéo, que si vous avez des questions que vous souhaitez poser à Cara ou des points dont vous voudrez qu'on discute, on pourra les transmettre. Je voulais continuer avec une question justement sur enfin, l'engagement politique et la vie associative autour de l'environnement en Tunisie, parce que tu as publié, je pense, entre autres là-dessus, euh, sur local mobilizations and the formation of environmental networks, sur une série enfin, deux ou trois ONG ou Mhm. associations Association. environnementales que tu avais étudiées. Et je voulais juste te demander un petit peu si tu peux nous donner un portrait de ces associations et peut-être à travers ça quelques repères sociologiques pour comprendre le mouvement associatif autour de l'environnement tel que tu l'as connu en Tunisie. Oui, merci pour l'article, c'est vrai. Comme j'ai dit, j'étais à Djerba en 2014. Surtout, c'était la deuxième partie de l'année. Donc, c'était encore la période de la crise de déchets, si dit. Et, j'avais des contacts à Tunis avec des ONG, quelqu'un qui était officiellement reconnu par, je veux dire, les institutions tunisiennes comme ONG, et aux autres aussi des gens qui se sont organisés en petit mouvement, en petit réseau de networking, des gens qui habitaient à Tunis mais qui étaient originaires de Djerba. Parce que vraiment la question de Djerba, c'est un peu une question à part, surtout à l'époque. Et donc, il y a tous les groupes, les familles et les gens qui travaillent à Tunis mais qui sont originaires de Djerba qui faisaient le pont entre Tunis et l'île. Donc, il y a quelqu'un qui a essayé, autant qu'originaire de Djerba, d'organiser des manifestations. Il y a eu plusieurs manifestations sur l'avenue Bourguiba, septembre, octobre, je ne me rappelle pas la période. Et un peu en même temps, il y avait d'autres organisations, d'autres associations, d'autres groupes de gens à Djerba, parmi Midoun et d'autres, mais surtout Midoun, je crois, qui essayait de faire des pressions au gouverneur de Medellín et aux municipalités. Mais à la fin, c'était question toujours d'aller vers le gouvernorat. Parce que la chaîne des pouvoirs à l'époque, qui était encore l'époque, c'était encore le maillage administratif de près 2011, il n'y avait pas encore de réforme et tout. Les centres de pouvoir, c'était au niveau des gouverneurs et des questions régionales, et puis ministère de l'Intérieur pour question du budget et tout, et ministère de l'Environnement pour pour la création de déchetteries et des centres de transfert. Voilà. Je vais m'excuser avec les publics tunisiens. Je vais utiliser des mots français. Désolée, ma faute. Il faudrait, je me rappelle plus les mots tunisiens, mais il faut que je m'excuse sur ça. La question, c'est que à Djerba, il y avait une situation un peu sociale différente par rapport à une grande capitale comme Tunis. Donc, dans la même petite association, au début, il y avait plusieurs acteurs qui essayaient de se positionner du point de vue politique, parce que le 2014, c'était aussi l'époque des élections présidentielles. Et donc, il y avait aussi une question de positionnement politique. Donc, dans la même cellule de crise de Djerba, il y avait Outika, les entrepreneurs, où j'étais des citoyens normaux, de gens qui n'étaient pas partis de partis politiques, d'autres qui étaient partis des partis politiques et tout. Et après, cette cellule de crise, elle a un peu perdu sa cohésion. Il y a quelqu'un qui est sorti pour des questions que je ne peux pas expliquer, que je ne connais pas et qui n'était pas vraiment mon sujet de recherche. Mais quand même, j'ai vu une situation changer toujours par rapport à une politique du type national. Et qui a survécu cette première phase de défragmentation, c'était les acteurs locaux qui avaient plutôt une agenda locale, en quelque sorte,
et qui voulait faire pression vers les municipalités, pas seulement vers les gouverneurs. Donc, une sorte de différents politiques qui étaient un peu en train de se constituer, même s'il y avait le même parti politique d'avant, même militants qui étaient en train de renouveler leur participation, de gens qui n'étaient plus des militants des partis politiques hors de la loi. Donc, cette ouverture, quand même, ça a un peu permis quelqu'un de se développer. Et l'agenda environnemental, c'était perçu comme être moins politisé, ce qui n'est pas le cas, je veux dire, mais ça avait aussi donné de problèmes techniques, même si ce n'est pas technique, bien sûr, mais cette dimension technique, ça attirait un peu plus de gens, un peu plus des idées au début. Donc, j'ai vu des grandes ONG parler avec des acteurs privés. Grandes ONG, je veux dire des organisations qui avaient plus ou moins une organisation interne claire, avait parlé avec des sociétés privées, puis ne plus parler avec les sociétés privées. C'était comme quelque chose en définition. Une sociologie des associations, je ne sais pas, parce que c'était vraiment, ça fait un peu de temps, et je suis sûre que maintenant ça a changé. J'ai aucun doute. Je dirais beaucoup de gens qui commençaient juste à se rencontrer. Ils étaient amis, mais puis ils ont continué et ils ont trouvé la façon même d'aller au-delà de leur vieille appartenance politique pour dire on fait quelque chose pour les déchets parce que chacun avait son ennemi. Quelqu'un disait c'était le gouvernoral, quelqu'un d'autre il disait c'est le ministère à Tunis, non c'est la cellule ici, non c'est celle-là. Il y a toujours quelqu'un qui est responsable de quelque chose. Mais c'était voilà la première fois, je crois, qu'il y avait le droit de s'associer, bien sûr, parce que c'était la première fois qu'il y avait cette liberté, mais aussi la première fois que les gens disaient, OK, on met notre appartenance ou notre identité ou manque d'identité politique à part et on parle de quelque chose de technique ou de spécifique. Après, ce serait intéressant de voir comment ça a changé, ça a développé, ça a empiré. Euh, Ça dépend. Mais comme aspect d'initiative politique du bas, ça avait quelque chose d'intéressant, je crois. Et je dirais qu'il n'y a pas vraiment une sociologie parce que c'était vraiment en définition un peu. Ouais. Ouais, je comprends et je trouve très intéressante cette idée de dépolitisation un peu stratégique à Ouais, travers l'environnement, comme on le voit aussi ouais, en développement, enfin, au sens de développement international ou développement économique parfois, c'est-à-dire d'essayer de dépolitiser les sujets en les rendant techniques et à travers cette technopolitique exactement. pouvoir voilà, présenter des choses qui au fond sont bien sûr, comme beaucoup d'études le démontrent en sciences humaines et sociales, profondément politiques. Mais la Tunisie, à cet égard, j'ai l'impression, a quand même la particularité que l'environnement a justement été une catégorie un peu d'action politique ou de légitimation, j'ai l'impression, durant la période avant 2011. Ma théorie là-dessus n'est pas très développée, c'est plutôt anecdotique et hypothétique, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose à écrire là-dessus. Si ça n'a pas été déjà fait, peut-être que tu me corrigeras là-dessus. Mais pour ceux et celles qui ne connaissent pas la Tunisie, il y a dans toutes les villes du pays un boulevard de l'environnement Ouais. avec presque toujours cette statue de l'Habib, le Fennec, qui était Anna la Ismail mascotte. Habib. Voilà. Cette chanson que j'adore et mes amis détestent, oui, Anna Ismail Habib. Donc pourquoi est-ce qu'il déteste cette chanson? C'est peut-être une façon de poser très concrètement Ouais. ma question. Quelle est la signification de l'environnement est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut dire sur l'héritage de l'emploi de cette catégorie pour des fins politiques avant 2011?
Et là, c'est la vraie question, en fait. Je crois que l'environnement, ça a été une des outils les plus importants de Ben Ali de se légitimiser et de créer un rapport de pouvoir vis-à-vis les régions, vis-à-vis les acteurs privés qui avaient le droit d'accès aux enveloppes et au fait de pouvoir développer des déchetteries ou des centres de transfert. C'était un maillage de corruption et qui n'a pas pu tenir quand même, et d'exploitage aussi qui à la fin tombait sur les épaules des travailleurs et à la fin des citoyens qui étaient à côté de ces déchetteries. Donc la question que tout le monde dit, ou à l'époque au moins disait, c'est que il y a les villes propres comme Tunis, comme Sousse, et il y a les quartiers, les villes où les déchets sont ramenés. Donc, par exemple, Etzedamen. Donc, s'il y avait une visite officielle de quelqu'un, l'anecdote, c'est que on nettoie la ville, on nettoie l'avenue Bourguiba, le boulevard de l'environnement qu'il y a partout. Et s'il y a quelques soucis, on jette dans quelques terrains et tout, et ça, c'est la question. Le système de légitimisation et de garde de pouvoir du régime, c'était très fort dans le cas des déchets, je crois. Et c'est pour cela aussi que, comme cas d'étude, pour ma thèse, c'était super intéressant. Et c'était intéressant de voir aussi que les statues et les images de la Bible, les pauvres dans le sens que, voilà, c'est quelque chose qui va au-delà euh, de l'idée du régime, mais ils ont été cassés. Et j'ai une image au CAF de la Bible cassée au niveau des parties intimes, vraiment pour aller dans le détail de la protestation contre le régime, je crois. C'était vraiment... Et j'ai aucune idée de maintenant comment c'est la situation. Est-ce qu'il y a encore de la Bible dans les rues, dans les boulevards? Parce qu'à l'époque, il y avait, en 2014. Oui, oui, il existe encore. C'est une sorte de palimpseste historique, c'est-à-dire qu'il y a de l'écriture par-dessus de l'écriture par-dessus l'écriture dans l'espace Ouais. public. Donc c'est comme des sédiments en fait. Mm. Ouais. Et aussi, ce que j'ai dit dans ma thèse, c'est que, par exemple, les plans de développement de la Banque mondiale, mais pas seulement ça, ils ont créé une condition favorable, telle comme elle était conçue, certains à l'époque, pour que le pouvoir de Ben Ali pouvait se présenter comme le bon régime qui introduit de bonnes réformes de privatisation, en fait, ce qui correspondait au dessin de néolibéral governance, donc l'idée que la privatisation, l'introduction des acteurs privés, ça va tout de suite améliorer la gestion des services au niveau local parce que voilà, on fait reculer un peu le pouvoir public, ce qui était conçu à l'époque on parle des années 90 comme l'acteur responsable de tous les soucis du monde et des corruptions et des manques de services locaux. Et voilà, par le biais, par la main des acteurs privés, des participations et tout citoyens, ça va être la solution. C'était clair que personne n'était si naïf, mais la question c'est que lorsque tu ne mets pas en discussion le pouvoir central, tu ne vas rien changer au niveau local. Donc cette architecture néolibérale n'a rien changé aux racines du pouvoir et qui a donné un outil assez fort à Ben Ali pour manipuler l'introduction des réformes par le biais du contrôle de quelles municipalités pouvaient avoir accès à ces projets. Donc les municipalités normalement de la côte où il y avait le tourisme, où les yeux des étrangers étaient plus forts, et même de certains chercheurs, bien sûr, pour montrer que voilà, ça c'est la vitrine, tout va bien, la Tunisie est belle, et les réformes elles marchent, mais en fait, c'était pas en train de creuser au cœur de la corruption et de la malgestion du pouvoir. Donc, pour cette question, l'environnement et les réformes environnementales ont été un outil de confirmation du pouvoir. En même temps, ce que je veux dire, je disais dans la thèse, c'est que les conséquences de long terme, ça marche dans la brève durée. Dans le long terme, quelque chose n'a pas marché. Donc, il y a eu un mécontentement et des conséquences au niveau social tellement fort que tous les mariages de ces choses tout ensemble
ont montré qu'un système aussi peut créer les conditions pour sa même destruction, plus ou moins. C'est comme comprendre un peu l'idée. Donc oui, ça peut être un outil de confirmation du pouvoir et de légitimation du pouvoir, mais soyez prudents, vous, au pouvoir, parce que si ça ne marche pas, et la question environnementale, elle est tellement visible, et cette clé de potentielle dépolitisation, ça peut être double-edged sword. Ça peut marcher très bien pour un peu, mais très mal dans le long terme. La thèse, ce n'est pas encore publié, mais je suis en train d'y travailler. Ça, c'est Est-ce l'idée. que c'est possible pour celles et ceux que ça intéresserait d'avoir accès au manuscrit en ligne de la thèse en tant que telle? Je ne sais plus comment ça marche avec l'Université de Turin, mais voilà, tu peux m'écrire, on peut se mettre en contact. Parce que ça devrait être public au niveau de la librairie, de la bibliothèque, désolé, Hmm. de l'Université de Turin, mais je ne me rappelle plus. Ça fait un peu de temps, J'ai en tout cas. j'ai une question ici et des remarques de Inès Awadi. Donc merci Inès, qui trouve que le problème de l'environnement est marginalisé et aussi un sujet politique par excellence, donc qui partage ton Mhm. avis. Et qui soulève la question de la conscience des citoyens envers la nature, l'environnement et les déchets. Et c'est c'est une question un peu difficile. Moi, pour ma part, j'ai l'impression que c'est souvent pointé comme la première cause ou la cause la plus facile à souligner en fait quand on parle par exemple quand je fais des petits focus group par exemple avec des Mhm. gens quels sont les problèmes environnementaux, qu'est-ce qui est à l'origine du problème des déchets en Tunisie ou qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'agir sur ce problème. Souvent, un grand nombre de personnes très rapidement se focalisent sur la question de ce qu'ils appellent les habitudes, la conscience, les mentalités. Récemment, il y a eu ces campagnes de nettoyage qu'ils ont appelées Mhm. Halet Wa'i, Mhm. donc, ouais, ce mot conscience figurait dans le libellé des campagnes de nettoyage et d'embellissement de la rue qui ont eu lieu en Tunisie à l'automne après l'élection de Kais Saied. Euh, je ne sais pas si tu veux t'aventurer sur ce terrain ou si tu as des idées. Enfin, le problème des déchets est multiforme et complexe Oui, avec des dimensions financières, politiques, c'est ça. culturelles et autres. Mais c'est peut-être aussi une manière d'ouvrir aussi, puisqu'on arrive vers la fin de notre conversation, sur un peu qu'est-ce que les sciences humaines et sociales peuvent un peu nous apporter comme compréhension de ce sujet des déchets. C'est vraiment comme tu dis, c'est un sujet qui ouvre plein de Hmm. terrains de recherche au niveau social. C'est quelque chose, au niveau de politique et d'administration aussi, c'est autre. Et du point de vue légal aussi, ça peut être une autre histoire encore. Dans la thèse, j'ai étudié aussi les lois qui ont porté vers qui ont ramené vers la création de déchetteries, de gestion des déchets, des lois municipales. Donc, il y a vraiment plusieurs aspects. Au niveau des consciences des citoyens, ça serait super important et ça prend beaucoup de temps, mais c'est pas quelque chose typique de la Tunisie ou des pays en développement. Et moi, je suis italienne, on dit toujours, hein, en Italie aussi, vous avez des soucis. On a des soucis de déchets partout parce que les déchets, tout le monde produit des déchets. Donc, il y aura toujours les soucis de déchets. Et, et c'est pas seulement question des déchets, ça ouvre aussi la question de la pollution. Et on a vu avec les Covid, la fermeture des usines qui ont causé une crise économique. De l'autre côté, voilà, c'est toujours comme ça parce que la question des déchets, c'est toujours entre question économique et question environnementale. Et souvent, les deux choses, pour l'instant, ni en Tunisie ni ailleurs, elles vont ensemble. Mais ça, c'est vraiment un débat qui va au-delà de toi et de moi et de la Tunisie. Donc, est-ce qu'une économie est possible du point de vue compatible avec l'environnement? Pour un pays en développement, il y a beaucoup de choses à construire, je dirais, à faire. Et pour moi, c'est important de penser, oui, au niveau de conscience des citoyens, mais
au niveau vraiment de la production industrielle, parfois pharmaceutique, chimique, des grands métals et tout, c'est quelque chose aussi d'important. Des hôpitaux, par exemple, ces déchets spécifiques qui sont pas vraiment de ménage, de bouffe, de nourriture, du quotidien. Ces niveaux de pollution, c'est encore plus important. Donc, chacun devrait faire sa partie. Et le citoyen, il peut la faire, mais après, le grand impact, c'est, je dirais, au niveau des industries. Je ne veux pas dire là c'est bon, là c'est mauvais, voilà, mais les sciences sociales, elles peuvent essayer de mettre un peu en lumière certains aspects et mettre en communication les implications sociales et politiques même de certaines questions qui sont techniques, mais juste si, de façon apparente, je veux dire. Ils ne sont pas vraiment seulement techniques, c'est du politique. C'est ça les liens que les sciences sociales peuvent faire. Regardez, les choses ne sont pas vraiment seulement politiques, c'est social, c'est qualité de vie, ça ramène la protestation justement en longue durée. Oui, c'est clair, oui. On rencontre de plus en plus de critiques, même radicales, du recyclage, qui disent qu'en fait, la seule manière de sortir vraiment du problème des déchets, c'est de repenser le design industriel, les chaînes de production, et qu'en fait, le recyclage repousse en quelque sorte cette réflexion fondamentale, parce qu'il nous donne l'impression que ce n'est pas grave, par exemple, de consommer que des bouteilles d'eau en PET, pourvu qu'on puisse les recycler. De la même manière que, par exemple, l'économie circulaire serait une manière, par exemple, de faire du greenwashing et de permettre à l'économie industrielle de se réinventer, de perdurer encore 20 ans. Mais moi, sur les mentalités, j'ai pas encore trouvé ma réponse, mais, Voilà, mais moi je te rejoins sur ça. j'essaie toujours de défendre un petit peu l'Égypte et la Tunisie quand je suis ici et aussi enfin, à toutes les occasions que j'ai, hein, quand j'enseigne, quand je suis à l'étranger, avec une petite réflexion sur la quantité des déchets qui est produite et qui est recyclée. Parce qu'en fait, en Égypte ou en Tunisie ou ailleurs, la quantité de déchets est généralement à peu près corrélée au PIB d'un pays. Donc, plus un pays est riche, plus il produit de déchets. Donc, les champions de la production des déchets sont le Canada et les États-Unis, avec l'Europe pas loin derrière. Et vraiment, ceux qui en produisent le moins sont les pays comme, je sais pas moi, le Pakistan, le Tchad, enfin, ainsi Mhm. de suite. Et, euh, et donc, le nombre de kilos par habitant par an est finalement assez bas dans un pays comme la Tunisie ou l'Égypte, comparé par exemple à la France, au Royaume-Uni, aux États-Unis. Par exemple, ouais. Et en même temps, souvent, et c'est assez paradoxal, ou du moins visible, je pense, pour les gens, le pourcentage de déchets recyclés peut être assez élevé pas par des systèmes formels ou étatiques, mais justement à travers les chiffonniers, les berbèches, les abanines en Égypte et le tri sélectif. Donc finalement, si on recycle 20, 25, 30% en Europe, parfois on atteint des niveaux de 50, 60%, voire plus sur certaines matières dans les pays en voie de développement. Donc, si on conjugue ces deux résultats ensemble, on produit moins de déchets globalement et de cette plus petite quantité, on en recycle plus. Finalement, il y a moyen de défendre les pays comme la Tunisie et l'Égypte. Le problème ici, je pense, c'est notamment la visibilité des déchets dans l'espace public. Et ça Mhm. démontre que c'est avec un critère visuel que les gens évaluent le problème des déchets. Quand on est en Europe, hormis les crises ou les grèves, par exemple, qu'il y a eu à Naples, etc., généralement, on ne voit pas les déchets. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas produits ni qu'ils ne sont pas enfouis quelque part. Donc, ça, c'est ma Mhm. défense pour Inès de la Tunisie et de la mentalité des gens. Mhm. Euh,
Bon, on a quand même quelques questions qui nous arrivent, mais ça fait 1 heure là, donc je ne sais pas si tu as encore 5 minutes, Chiara, ou bien Oui, oui, j'ai 5 minutes, Alors, je vais d'accord. regarder juste, je vais juste regarder les questions. Euh, bon, peut-être qu'on peut prendre. Il y a beaucoup de discussions. Écoutez, c'est formidable parce que la vidéo sera Ils sont en train de archivée. discuter entre eux. La vidéo sera archivée et on pourra continuer Il y a beaucoup de gens qui font écho des points que tu as soulevés sur les différents types de problèmes, par exemple les eaux usées, les déchets médicaux, la fabrication des médicaments, enfin toute la gamme, la différence entre déchets ménagers, industriels, Voilà. les différentes responsabilités partagées sur ces questions. Donc, je vois, c'est encore un débat. En effet, rien n'a changé depuis que tu as fait ta thèse. Pas beaucoup a changé, mais c'est toujours les mêmes questions. Ouais. Ma question, ça serait, est-ce que ça a changé par rapport au niveau de gestion municipale? Parce que à l'époque, c'était une municipalité lambda qui pouvait être plus ou moins la même avant 2011. Donc, la structure bureaucratique, elle était la même. Est-ce que ça a changé après? Est-ce que les nouveaux maires, les conseillers municipaux ont des pouvoirs sur ça? Ça, c'est vraiment question politique, administration locale. Euh, voilà, là, je connais pas la situation depuis quelque temps, donc voilà. Mais je vois qu'au niveau des citoyens, ça n'a pas changé. Et surtout, ça serait utile de voir la différence entre les grandes villes qui sont sur la vitrine et le reste du pays, le vrai pays, comment ça se passe. Bon, bah, peut-être que sur ces deux questions qu'on posera aux auditeurs et auditrices, aux D'accord. potentiels chercheurs Ouais. qui voudraient travailler sur ce sujet, ou toi-même, si tu as un jour l'occasion, on l'espère bien, de De revenir. mettre les mains dans les déchets encore, oui. Merci beaucoup, Chiara Loschi, Merci à d'avoir toi. accepté d'être avec nous. Passe Et mon bonjour à Madame Wassila Saïdia, directrice, très bien. Elle nous écoute et tout, peut-être, mais sinon, je j'espère, m'assurerai de le faire. et à toute l'équipe de l'IRMC que j'ai toujours dans mes pensées, Bah, même nous si je aussi. suis plus sur Facebook. Nous aussi. Merci beaucoup et bonne fin de journée. À toi aussi, merci. Au revoir. Bye bye.